C'est la fin des SaaS. L'intelligence artificielle est en train de plier le game du SaaS. Le SaaS qui a été tout ce qui a dirigé Internet depuis que ça existe, tout ce qui a toutes les boîtes qui ont fait des milliards et des milliards, c'est parce qu'elles ont fait des SaaS. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la fin des SaaS. Dans cet épisode, je vais parler des dangers pour toi, solopreneur, de tout ça, de comment est-ce qu'on va, les conseils que je te donnerai, les conseils que moi j'applique pour justement être antifragile face à toutes ces disruptions de la réalité, face à tous ces changements. Et je vais te donner tous les conseils pour bien être prêt à aborder tout ça, à créer ton écosystème, parce qu'on est sur le podcast qui parle de soloprenariat en écosystème. On parle de pensée en système. On parle de plein de choses en fait. Il y a pas vraiment de sujet dans ce podcast, donc voilà. Pense à t'abonner, puis on va commencer. Comme je disais, c'est la fin des SaaS. Donc le SaaS, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça va être déjà pourquoi c'est la fin des SaaS. Parce que on l'a vu petit à petit. Je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu te souviens, c'était là au tout début de ChatGPT, là, quand c'est devenu vraiment populaire et que ça a bousculé pas mal de choses. Je sais pas si tu te rappelles, au début avec ChatGPT, on pouvait juste, discuter, on pouvait pas ajouter de documents, on pouvait pas, il y avait juste, c'était un chat, quoi. C'est comme sur WhatsApp. Et encore, voilà, tu pouvais juste parler par écrit avec une intelligence artificielle. Après, il y a eu des progrès, etc., etc. Et je sais pas si tu te souviens, au début, justement, il y a eu des SaaS, des outils qui ont popé comme ça, qui sont apparus. Où, par exemple, il y avait l'exemple le plus connu, tu sais, c'était les lecteurs PDF, là. Où c'était un site internet où tu allais uploader un PDF. Et le site était plugué à ChatGPT via l'API, donc il était connecté à ChatGPT, et toi tu le voyais pas, mais derrière, il allait prendre ton PDF, extraire tout ce qu'il y avait écrit dessus, aller demander avec un prompt spécial à ChatGPT de faire un résumé ou autre, et du coup ça te faisait un résumé PDF, et ça marchait super bien, quoi. T'avais plein de sites comme ça qui ont popé, certains étaient même payants, et puis un jour, ChatGPT a sorti une mise à jour où justement tu pouvais mettre des PDF, et là terminé. Tous les SaaS comme ça, ils ont disparu, ça servait plus à rien, quoi. Ils sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut comprendre, là je te parle de petits SaaS parce que voilà, ça va bien avec l'exemple, mais ce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, plus l'IA, on se rend compte qu'il y a des SaaS qui sont là depuis un bon moment, qui sont en train de trembler. Je sais pas, il y a eu des mises à jour là récemment avec ChatGPT et Claude Code là en ce moment, même Gemini, tout ça là, ça fout un peu le bordel dans la bourse, dans plein de choses, quoi. Il y a plein de SaaS qui perdent en valeur aux yeux des investisseurs. De plus en plus, parce que on voit que l'IA, elle fait tout, quoi. Elle fait tout de plus en plus. Il y a les agents, il y a plein de choses qui sont sorties, et du coup, il y a plein d'évolutions là qui arrivent, et ça va être de plus en plus compliqué pour les SaaS, même les plus connus, de continuer à apporter de la valeur, à être utile, quoi, tout simplement. Et pourquoi du coup, c'est quoi la suite, quoi ? Elle est où la valeur, en fait ? La valeur, elle est en train de changer de position. Et moi, je pense que la nouvelle valeur à l'ère de l'intelligence artificielle, elle est dans l'interface. Alors, c'est un petit peu... comment expliquer ça ? En gros, l'interface, c'est ce qui va faire le lien entre deux choses. Donc, comme je disais... la valeur, elle est plus dans l'outil lui-même, mais elle est dans la connexion, soit entre les outils, soit entre l'outil et ton cerveau, on va dire, quoi, et ta pensée. Donc en gros, ce qui va être la valeur elle va être, en fait, pour un exemple hyper simple. On a tous connu ou pas, mais en gros, dans les années 2000, même avant, plutôt les années 90. Peut-être 80, 90, en fait, il y avait les ordinateurs, ça existait déjà depuis un bon moment, mais le problème, c'est que
il fallait être hyper geek pour capter le truc, tu vois, pour savoir utiliser un ordinateur. Déjà, il fallait avoir des grosses machines et il fallait être très geek pour savoir utiliser ça. Et du coup, c'était pas populaire, tu vois, c'était pas un truc de ouf. Et en fait, Apple, Steve Jobs, hein, en fait, il est arrivé et lui, ce qu'il a proposé, c'est une interface entre la machine et l'humain, et ton cerveau ou ta pensée, comme tu veux. En fait, cette interface, tout simplement, un bureau. Tu sais, le bureau qu'on a sur chaque ordinateur, il y a un bureau avec des icônes, tout ça. Bah avant, ça n'existait pas, c'était le bordel, tu vois. Il fallait taper des lignes de code pour communiquer avec l'ordinateur, fallait connaître le bon langage, etc., etc. Et en fait, Steve Jobs, il est arrivé, il a dit, bah, je sais qu'il a copié un petit peu à droite à gauche des trucs qui existaient, mais il a fait vraiment un nouveau truc, Apple, quoi. Un ordinateur avec une super interface, avec un bureau, des icônes, une corbeille, une souris. Ça aussi, tu vois, ça n'existait pas, là. Le petit pointeur que tu vas cliquer quelque part, etc., etc., etc. Et en fait, c'est ça que Apple est venu révolutionner. Et après, il y a eu Windows, Microsoft. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment cette notion de comment simplifier, comment rendre fluide, naturel, le lien entre la machine et l'homme. Aujourd'hui, on est encore sur ce modèle, on est encore sur cette interface où on a des outils qu'on va aller utiliser, qui vont nous servir à faire des choses, on va switcher entre les outils, etc. Tu vois, les logiciels, les applications sur le téléphone aussi, tu vois. Même Steve Jobs, après, il a réinventé l'interface du téléphone, et c'est grâce à lui que les téléphones tactiles, à l'époque, qui avaient aucune valeur ajoutée, on préférait... Enfin voilà, t'avais un téléphone tactile ou un téléphone à touche avant l'arrivée du premier iPhone, en fait, il n'y avait pas de différence, quoi. C'était même plus simple d'être sur un téléphone avec des touches parce que finalement, le tactile, il avait rien inventé. Alors que quand Steve Jobs a inventé l'iPhone, il a inventé les applications, tu cliques, tu reviens en arrière, tous les trucs hyper basiques qu'on connaît aujourd'hui et qui fonctionnent. Bah, c'est ça qui a fait la révolution, tu vois. Et aujourd'hui, on attend ça, en fait. C'est pas qu'on attend ça, c'est que le marché attend ça. On est vraiment sur la valeur, elle doit passer vers l'interface pour créer quelque chose de nouveau. Après, voilà, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais en gros, aujourd'hui, la valeur, elle sera dans l'interface et plus dans l'outil en lui-même. En fait, l'IA, c'est vrai qu'on est sur un autre paradigme. Là, on a l'IA. Il faut qu'elle devienne un pont entre tes idées et leur exécution. Et en général, ça se passe avec la donnée, avec le contexte. Tu vois, si tu connais un petit peu le contexte engineering, mais en gros, voilà, la donnée. Aujourd'hui, si tu veux bien utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit Claude Code ou Claude IA, Claude AI ou ChatGPT, en fait, il faut bien donner de l'information, et plus tu donnes de l'info, plus il a du contexte et plus il donne des réponses qui sont justes, tu vois, qui sont cohérentes, t'es content et du coup tu les réutilises les réponses, tu vois. Et on a plus, on a vraiment, aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est vraiment comment est-ce que on va trouver une interface pour que l'IA devienne un pont entre ce que toi tu veux et le résultat. Et on est vraiment là-dessus. On voit tout l'ancien modèle est en train de se déconstruire petit à petit, et l'intelligence artificielle est en train de s'insérer dans tout ça et de créer de tout recréer, quoi. Bref, donc il manque vraiment cette interface idéale, et voilà. Donc je pense que la valeur aujourd'hui, elle sera dans l'interface. Et du coup, toi, en tant que solopreneur, comment est-ce que tu dois être prêt? Moi, c'est comme ça, c'est sur ça à peu près que je me prépare, quoi. Comment être prêt face à ce nouveau paradigme? Et pour moi, on doit vraiment commencer à à penser en écosystème et arrêter de penser avec des outils, tout simplement. Tu vois, on a vu ces dernières années avec Evernote, avec Notion, avec ClickFunnels. Tu sais, tous les outils, là, c'était vraiment, on entendait parler que ça, voilà, tu es là depuis un petit moment, tu dois connaître, 2015, 2020, c'était tous les outils, voilà, Evernote, Notion, etc., etc. Et après, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, petit à petit,
on parle de moins en moins de nouveaux outils, et on parle de plus en plus des intelligences artificielles. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, tous les solopreneurs qui multiplient comme ça les outils, même au sein de l'IA, tu sais, on a plein d'IA différentes qui ont différentes utilités, tout ça. Bah moi, je pense que plus on est dépendant d'outils, plus on va avoir des problèmes en fait, parce que tous ces outils aujourd'hui, ils sont déconnectés, ils sont pas connectés entre eux. Donc du coup, c'est à toi d'aller créer les connexions. Et le monde de demain, comme on l'a vu, bah en fait, les connexions, elles vont se faire grâce aux IA. Et il faut plutôt être maître de ces données au lieu de les donner à des outils. Et il faut être dans cette interface, tu vois. Et il faut être surtout mobile, minimaliste et mobile. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il faut vraiment simplifier et organiser ton écosystème. Il faut voir ton business, même limite ta vie, en écosystème, avec différents, tu vois, t'as le pro, le perso. Bon après, voilà, je vais pas rentrer dans le développement personnel, il y a peut-être des risques de faire un burn-out si on compartimente pas assez les choses, mais au final, c'est comme ça qu'on fonctionne. Notre vie, c'est un écosystème avec différentes thématiques, hein. La santé, le perso, le pro, tu vois, t'as les relations, etc., etc. Et aujourd'hui, il faut vraiment que tu arrives à penser comme ça, à comprendre qu'est-ce que c'est que de quoi est composé ton écosystème, comment est-ce que ton écosystème est organisé et comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Faut vraiment limite, tu vois, ouvrir le capot. J'aime bien cet exemple de ouvrir le capot. Voilà, t'as ta voiture qui est en panne, bah bam, t'ouvres le capot, le moteur, tu regardes le moteur, tu regardes tous les bougies, le filtre, etc. Tu vois tout. On va pas faire un cours de mécanique, mais voilà, il faut vraiment qu'on soit. Si tu veux vraiment passer cette transition, bah, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne en fait là-dedans. Et on est vraiment dans l'ère aussi de la personnalisation. Voilà, avant on avait des outils qui devaient convenir à tout le monde. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus l'outil soit il devient complexe comme Notion, ou plus finalement il se spécialise sur quelque chose et il parle plus à tout le monde. Et toi par exemple, tu avais commencé avec l'outil, puis au bout d'un moment ça te correspond pas, puis il y a un autre outil qui va te correspondre. Donc du coup il va falloir que tu changes, tu prennes tes données et que tu amènes tes données dans un autre outil. Et du coup ça devient compliqué, hein. Des fois des migrations de service à service. Je crois que c'était Evernote le pire. Je me souviens, moi j'étais sur Evernote au début et j'avais plein de notes hyper importantes, tu vois. Et en fait, quand tu veux partir d'Evernote, maintenant je suis sur Obsidian. J'ai testé d'autres applications de prise de notes, mais voilà, aujourd'hui tout est sur Obsidian, ça marche très bien. C'est une application libre, open source, les données m'appartiennent, elles sont au format Markdown, donc c'est un format qui est hyper facile tu peux facilement migrer en fait, c'est un format assez universel, comme un peu le JavaScript aujourd'hui on va dire. Voilà, c'est vraiment un format d'écriture qui est universel. Et voilà, il n'y a pas plein de codes bizarres, des codes propriétaires comme Evernote, quoi. Evernote, quand j'ai bougé, j'ai dû leur laisser toutes mes données en fait. Et du coup aujourd'hui il y a des notes comme ça que de temps en temps je vais retourner sur Evernote pour chercher des anciennes notes, même si je fais ça très rarement, mais du coup voilà, mes notes sont bloquées là-bas, quoi. Et donc aujourd'hui il faut vraiment que tu arrives à de plus en plus utiliser tes données de manière assez universelle, tu vois, qu'ils soient facilement migrables d'un outil à un autre, parce qu'on a encore dans ce modèle d'outil, dans cette pensée en outil, mais petit à petit, ça sera de moins en moins, tu vois, l'interface de ces outils, en fait, elle va disparaître, ou ces outils ils vont devoir se transformer, et au final, ils vont juste avoir les données, et les IA seront là pour, tu vois, gérer les données, échanger les données. Là, ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Voilà, donc en gros, la donnée, la mobilité, le minimalisme, c'est vraiment sur ça que tu dois aller vers des logiciels libres, vers des langages universels comme le Markdown. Et voilà, il faut éviter d'utiliser des outils qui t'emprisonnent.
où tu dois, comme Evernote, pour partir, bah, tu es obligé de tout abandonner, tout cramer et repartir à zéro ailleurs, tu vois. Il faut que ça soit, voilà, ta donnée, il faut qu'elle soit, tu vois, formatée, nickel, que tu puisses avoir accès, de modifier, etc. De plus en plus, en fait, il faut penser comme ça, en mode, ma donnée, c'est le plus important, en fait. Si tu es créateur de contenu, donc ça va être les transcriptions de tes podcasts, ça peut être tes articles, tes posts de réseaux sociaux, etc., tes formations. Tout doit être facilement consultable et tu dois pouvoir le bouger d'un outil à un autre ou d'un endroit à un autre avec des formats, comme je disais, le Markdown, qui sont des formats quand même. Là, on parle d'écrit, hein, parce qu'en fait, vraiment aujourd'hui, la donnée, c'est l'écrit. C'est les mots, les phrases. Donc voilà, moi, je te conseille de tout mettre au format Markdown le plus possible. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les tableaux, tu vois, il y a plein d'autres façons de voir les données, on va en parler justement juste après. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment simplifier au maximum. C'est ça notre force en tant que solopreneur. On n'a pas d'équipe autour de nous, on n'a pas un gros paquebot. On doit être le plus mobile possible. Si un jour il faut bouger, changer d'outil, il faut le faire le plus rapidement et le plus facilement possible, et c'est ça ton avantage concurrentiel. Moi, il n'y a pas longtemps, si tu commences à me suivre depuis quelques temps, j'avais fait un épisode de podcast où je parlais que il y a 3 mois, là, j'ai bougé de ChatGPT à Claude. Et en fait, moi, mon avantage, c'est que en 2 secondes, moi, j'ai vu... En fait, j'utilisais ChatGPT pour faire un peu de code sur N8N. C'est quand j'ai commencé à utiliser N8N, tu vois, je faisais un petit peu de code. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, je vais utiliser Claude Code. On en parle énormément. N8N, ça tourne sous JavaScript. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer Claude Code. Enfin, Claude tout court, Claude AI, pardon. Et du coup, j'ai commencé à essayer Claude et je me rendais compte que j'avançais beaucoup plus vite avec Claude. Donc, bah, naturellement, d'un moment, j'ai arrêté l'abonnement ChatGPT. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai arrêté l'abonnement, je suis passé à Claude. Et j'ai pas eu de problème de migration. Parce que moi, déjà, j'ai pas, tu vois, j'utilise pas les instructions personnalisées sur ChatGPT. Tu sais, où tu dis, bah voilà, voilà, je m'appelle comme ça, je fais ça dans la vie, je suis un homme, une femme, non binaire, je sais pas quoi. Et tout ça, moi, je l'ai pas fait. Et en plus, tous les historiques de conversation, moi, je les efface au fur et à mesure. Tu vois, j'ai toujours été comme ça. Moi, je laisse pas trop. En fait, je laisse toujours le minimum de données aux outils parce que voilà, c'est dans mes valeurs. Voilà, je pense que moi, j'ai pas envie de laisser mes données aux outils, donc je suis toujours dans le truc bien supprimer les historiques, tu vois, pas sauvegarder. Quand se désinscrire des trucs, tu vois, c'est pas genre j'utilise plus un outil, bah j'y vais plus, puis on verra plus tard. Non, quand je décide d'arrêter un truc, je me désinscris. Je supprime mes données, etc. Tu vois, un maximum. C'est de l'hygiène numérique, tu vois. Bon, après c'est tout un autre sujet, mais voilà, moi j'ai toujours veillé à ce que tu vois, il n'y a pas d'historique de conversation dans. Il y en a encore. Hein, là, par exemple, dans Claude, j'ai une petite dizaine d'historiques, mais petit à petit, moi, je fais toujours le ménage. C'est comme dans mes mails, hein, je reçois des plusieurs dizaines de mails par semaine. Peut-être même des fois une petite centaine, et bah, chaque semaine, moi, ma boîte mail est à 0. J'ai des process comme ça qui font que les mails, ils s'accumulent pas. Les mails, ça s'accumule pas, soit ils se transforment en tâches, soit ils se transforment en autre chose, et il y en a toujours qui restent, et moi, chaque semaine, bah, je remets en mailbox à 0, quoi. J'ai 0 mail en attente, tout va bien, tu vois, je suis pas en stress, tout ça, voilà, vraiment, bref, tu m'as compris. Et pour en revenir à l'historique de conversation de ChatGPT, ce qui est intéressant de pas avoir à... Tu vois, j'ai pas laissé toutes mes données, ça fait que ChatGPT me connaît pas. Et en fait, à chaque fois, je dois refaire un travail de contextualisation. Donc, l'avantage que j'ai tiré de cette façon de faire, c'est que ces dernières années, j'ai beaucoup eu à réfléchir à quel est mon écosystème, quel est mon contexte. Finalement, faut le tout réexpliquer, ce que je peux pas, quels sont vraiment les points clés à lui donner par rapport à ma demande. Tu vois, tout ça, toute cette conversation, tout ce management d'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup entraîné là-dessus, parce que moi, je sais que mon IA, à chaque fois que je vais parler avec elle, elle connaît rien sur moi, on part de 0,
Et donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, au pire, si tu veux avoir un historique, bah, tu te fais des Google Docs, tu te fais des documents au format, le mieux c'est de faire des notes, par exemple sur Obsidian, au format Markdown, où tu marques tout ton contexte, si tu veux, le contexte de ton activité, etc. Et quand tu auras besoin, bah, tu utiliseras ça pour avoir une personnalisation un peu plus poussée, quand tu pourras justement donner tes données, parce que tu auras une intelligence en interne qui ne sera pas connectée à un outil, où tout appartiendra, tu vois. Enfin, moi, je pars un peu dans ce principe-là. Aujourd'hui, je laisse pas mes données, même si tu supprimes les conversations, on sait très bien que les données, de toute façon, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties. Mais voilà, bref. Simplification. Voilà, pareil. Je sais pas si tu m'as suivi, ça c'était l'année dernière aussi, où j'étais passé pour gérer mes mails, tu vois, j'avais MailerLite, c'est un autorépondeur en gros, où tu as des tunnels de vente par mail, où tu as ta liste mail, où tu peux la sectionner en différents groupes, tu vois. Et j'avais un autre outil pour gérer mes formations vidéo. Donc les gens, ils accédaient à un espace personnel où ils avaient les formations qu'ils avaient achetées et les différents modules, les différentes vidéos, les documents ou autres à télécharger. Et moi, j'avais tout ça en 2 outils. Et du coup, bah, c'est quand, je crois que c'était l'été dernier, hein, quand j'ai commencé à justement simplifier, mettre plus minimaliste dans mon business. Et ben, j'ai tout. Je parle pas de ce business sur le podcast que t'écoutes, c'est un autre business sur la nature, le jardinage qui n'a rien à voir. Mais en gros, moi, je suis créateur de contenu depuis 7 ou 8 ans. Et voilà, j'ai fait de la création de contenu, j'ai vendu des formations en ligne, des PDF, je fais de l'affiliation, j'ai fait pas mal de choses autour d'une thématique, on va dire. Et du coup, j'avais ces 2 outils. Et je me suis dit, j'étais dans un esprit de simplification et aussi de faire des économies. Pareil, je voulais avoir moins de frais professionnels en gros sur mon business et simplifier au maximum pour pouvoir passer très peu de temps par semaine pour maintenir mon business qui me rapporte un peu d'argent. Et du coup, j'ai décidé de fusionner ces 2 outils avec System.io. Donc en gros, je payais presque 3 fois moins cher, je crois que c'est 2 fois et demi moins cher. J'avais ces 2 outils réunis en un seul outil et la migration, elle s'est faite voilà, en quelques bonnes heures, on va dire, mais ça n'a pas été non plus un calvaire. Juste, j'ai perdu dans le truc, j'ai perdu mes tunnels de vente. Tu vois, parce qu'en fait, je fonctionnais en mode, je faisais du nurturing, on va dire. J'avais des tunnels de mail pour vendre mes formations où les gens s'inscrivaient en fait et ils recevaient pendant 2 semaines une douzaine de mails qui apportaient de la valeur sur le sujet de la formation. Et petit à petit, en fait, j'introduisais ma formation, je la vendais et du coup, voilà, il y avait un tunnel pour accéder à mes formations, mais au moins ça sélectionnait les bonnes personnes et ça augmentait mon taux de conversion. Enfin bref, c'était du nurturing marketing. Et du coup, ça, je l'ai perdu. Mais ça m'allait aussi parce que aussi, je voulais changer de modèle de vente. Je me dis, pour que ça soit plus simple, si je veux vraiment être minimaliste, il faut que je passe au modèle de promotion. Donc du coup, j'ai augmenté les prix, je suis passé au modèle de promotion et j'ai laissé tomber les tunnels de vente. Donc mes formations sont accessibles directement. Mais de temps en temps, ceux qui sont inscrits à ma mailing list, eux, ils reçoivent des promotions. Donc voilà, en gros, la migration, elle s'est super bien passée. J'ai juste perdu mes tunnels, ils sont encore accessibles, hein, je peux aller les retrouver. Si je veux les mettre en place dans System.io, je pourrais le faire, mais voilà, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Et donc voilà, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de passer vraiment se concentrer sur la donnée. Tes clients, tes formations, tes contenus, tout doit être dans des documents papier, enfin, dans des documents, tu peux utiliser, comme je disais, soit Google Notes, pas Google Notes, Google Docs par exemple. Tu peux utiliser Obsidian. Moi, sincèrement, je passe vraiment... là, j'utilise beaucoup Google Sheet.
Là, j'ai fait un switch sur mon activité et du coup, c'est un nouveau pan de mon activité et du coup, voilà, je vais fonctionner sur devis, facture avec un CRM et du coup, là, en fait, je me crée des outils sur Google Sheet. C'est vraiment des outils parce qu'aujourd'hui, voilà, avec les intelligences artificielles, tu peux être expert Google Sheet, donc Excel en gros. En 2 secondes, hein, il te fait des formules de ouf. Tu as juste à bien expliquer ce que toi, si tu veux. Et lui, il te fait des formules de ouf. Et avec Google Sheet, mais tu peux faire des trucs de ultra poussés, hyper impressionnants, avec des rappels, avec des calculs de fou, tu vois. Enfin, tu peux faire ta compta hyper facilement. Voilà, tu vois, moi, je suis passé vraiment là, je suis trop en train de passer sur Google Sheet avec ce nouveau pan de mon activité. Et c'est ce que je te conseille. Hein, c'est vraiment Google Sheet, c'est des tableaux et Google Docs pour de l'écrit, pour faire tes contenus, pour je sais pas, tes valeurs, les valeurs de ton entreprise, les valeurs de ton business, etc. Ou le contexte, ton personal branding, tu vois. Tu peux faire plein de documents pour tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la valeur, elle va être là. Comme je disais, on va bientôt avoir un nouveau paradigme qui va apparaître et je pense qu'il va être dans une nouvelle interface, une nouvelle façon de communiquer avec la donnée et ça va faire sauter tous les sas. Et vraiment, ce qui est important aujourd'hui, c'est de développer ta pensée en mode pensée écosystème, pensée systémique et être propriétaire, avoir la main sur tes données, sur tout ça. Et dans les années qui arriveront, bah, quand le nouveau paradigme sera là, bah, toi, tu auras tous les outils pour t'adapter. Et voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me prépare à tous ces changements. Et voilà, si tout ça, ça t'a aidé, bah, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouvera dans un prochain épisode. N'oublie pas que les outils ne sont que des interfaces sur des données. Et puis voilà, gère ton information avec des tableaux et des documents et l'IA, elle fera ensuite l'interface entre ces données et ta pensée. Sur ce, à bientôt.